Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Alors, on va parler du rayonnement de Hawking. Alors, plusieurs approches ont été utilisées pour le calcul de ce rayonnement. Par exemple, une approche de type une roue où on calcule les trajectoires des rayons lumineux ou d'autres particules qui traversent un trou noir en formation et en utilisant l'équation du champ plus la métrique d'espace-temps courbe du trou noir, on peut alors obtenir les résultats. C'est une des approches les plus simples, même si elle reste encore fort élaborée. La plus utilisée en vulgarisation, parce qu'elle est plus visuelle, est celle basée sur les fluctuations du vide. Alors, petite histoire, au début, quand je commençais à connaître le sujet, j'avais lu plusieurs articles non vulgarisés, des articles plutôt techniques, mais qui ne me donnaient quand même qu'une connaissance assez superficielle du sujet. Et en voyant cette explication, je ne la trouvais pas correcte. Cette présentation vulgarisée, j'avais l'impression qu'elle était fausse. Mais j'ai aussi, étant aussi passionné par ce sujet, j'ai essayé de faire mes propres développements et obtenu des résultats complètement absurdes. Je me suis rendu compte que la connaissance superficielle était tellement superficielle que je ne comprenais rien. Et donc, j'ai acheté et potassé les bouquins que l'on trouvait sur le marché, dont le meilleur qui est le Théorie quantique des champs d'espace-temps courbe de Pirel et Davies. Et je me suis rendu compte que effectivement, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient échappé, que là maintenant je comprenais mieux, et qu'en plus, il était tout à fait possible d'avoir un calcul effectif du même genre que celui que je vais présenter ici, plus vulgarisé. Alors, imaginons des paires de particules, des particules virtuelles, qui naissent et qui disparaissent dans le vide, près de l'horizon du trou noir. Donc, on a notre trou noir, ici son horizon, et donc on a des paires de particules qui apparaissent et disparaissent dans le vide. Certains en dehors, d'autres dans le trou noir, certains encore apparaissent et disparaissent en entrant dans le trou noir. Et alors, une possibilité, il est tout à fait possible qu'une particule, telle paire apparaisse tout près de l'horizon et qu'une des particules soit absorbée, elle passe l'horizon, et l'autre particule s'échappe. En étant absorbée, la première particule devient incapable de sortir du trou noir et ne peut plus se recombiner avec l'autre particule. De façon à s'annihiler. Ainsi, la paire de particules virtuelles s'est matérialisée et est devenue une paire de particules réelles, et ce, sous l'influence de l'horizon. On peut aussi dire, c'est tout à fait juste, que la gravité est si intense que les forces de marée ont séparé les particules de la fluctuation. Les forces de marée, elles sont bien connues sur Terre, j'en ai déjà parlé aussi ici, elles ont tendance à étirer la matière et donc aussi de telles particules. Les géodésiques, suivis par les deux particules, s'écartent et près d'un trou noir, les forces de gravité sont très grandes et les géodésiques s'écartent très fort, forçant ainsi les particules à se séparer. Alors ce rayonnement qui s'échappe juste au bord de l'horizon est en fait assez intense. Mais il doit échapper à l'attraction gravitationnelle du trou noir. Et à cause de la dilatation du temps gravitationnel qui est particulièrement extrême près d'un trou noir, le rayonnement qui s'échappe au loin est en fait extrêmement faible et très décalé vers le rouge. C'est le rayonnement de Hawking. La publication de ce résultat par Stephen Hawking eut un énorme succès. Le calcul montre que ce rayonnement est un rayonnement de type corps noir,
c'est un rayonnement thermique qui correspond à une température dite température de Hawking. TH. Elle est d'autant plus faible que le trou noir est gros et massif. Mais même pour des trous noirs, des petits trous noirs stellaires où la température est plus grande, cela reste une température extrêmement basse. Et on n'arriverait pas à la mesurer très proche du zéro absolu, si proche qu'on n'arriverait pas à la mesurer, même si on avait un trou noir devant notre nez et tous les instruments qu'on dispose actuellement. Alors, à cause de la conservation de l'énergie, la paire de particules qui est formée contient une particule d'énergie négative et une particule d'énergie positive. Les deux étant de même valeur, ils se compensent. Et le calcul montre que c'est la particule d'énergie négative qui s'enfonce dans le trou noir, celle d'énergie positive s'en échappant. Et cette particule ayant une énergie négative tombe vers le centre du trou noir et contribue à diminuer l'énergie du trou noir. Et donc à faire baisser sa masse, selon la relation mc carré, E égale mc carré, et en faisant donc assez légèrement rétrécir le trou noir. On dit que le trou noir s'évapore. L'évaporation étant le rayonnement qui s'échappe. Et donc, selon ce résultat, les trous noirs ne sont pas éternels. Notons que les trous noirs actuels, aussi bien stellaires que supermassifs, continuent à grossir. Parce que ceux qui tombent dans le trou noir, y compris le rayonnement émis par les étoiles voisines, et même le rayonnement fossile, est bien plus important que ce flux d'énergie négative. Mais dans un futur très lointain, on parle là de milliards d'années, quand l'univers aura été vraiment grandi avec l'expansion, où il aura été vidé par l'expansion, tous étant éparpillés très très loin, quand toutes les étoiles créées par le gaz seront nées et mortes de vieillesse, en transformées en naine blanche puis en naine noire, ou alors en étoiles à neutrons ou en trous noirs. Donc quand il ne restera plus rien de lumineux, quand l'univers aura été extrêmement refroidi, y compris le rayonnement fossile, à ce moment-là, l'évaporation va l'emporter. Et ces trous noirs, sur des milliards et des milliards d'années, vont commencer à s'évaporer et à rétrécir. Au fur et à mesure qu'ils vont s'évaporer, leur masse va diminuer, et plus leur masse va diminuer, et plus la température de Hawking va augmenter, et donc le rayonnement. Donc ça s'emballe. L'étape finale, malheureusement, échappe à nos calculs. Les conditions sont si extrêmes que nos théories ne sont plus valides. Mais en extrapolant, ce qu'on devrait avoir, c'est un micro-trou noir, un minuscule trou noir de l'ordre du millième de millimètre, qui disparaîtra en une fraction de seconde dans un flash de rayonnement très intense, très dur, des rayons X, des rayons gamma et d'autres particules. Alors si on compare le résultat de Hawking avec le résultat de Bekenstein, on vérifie que TH égale TB. Les températures sont égales. C'est pour ça que l'on dit maintenant température de Bekenstein-Hawking. Et cela a donné beaucoup de crédit à ces résultats. Parce que d'une part, le fait que l'on retrouve le même résultat avec deux théories qui sont absolument sans rapport, la thermodynamique et la théorie quantique des champs en espace-temps courbe, est un argument très fort pour leur validité. D'autre part, le mystère du rayonnement qui sortait du trou noir alors qu'on ne peut pas, est résolu. En fait, il ne sort pas du trou noir. Il est émis juste au-dessus de l'horizon. Il ne vient pas de l'intérieur. Seule la nature microscopique de l'entropie du trou noir reste à ce stade un mystère.
Alors des solutions existent pour cette nature microscopique, mais elles sont fournies par les théories de gravité quantique. Théorie de gravité quantique à boucle, théorie des cordes, qui toutes retombent sur les résultats de Hawking et donnent une explication sur la nature microscopique. Mais il y a beaucoup de ces théories, plusieurs théories, elles sont complexes, très complexes, elles sont spéculatives, on ne sait pas si elles sont justes, et elles sont inutiles pour cette série. Je prévois de faire une série sur la gravité quantique, mais on ne va pas attaquer ça ici. Donc je ne vais pas l'aborder ici. Donc voilà pour ces résultats. Alors dans la prochaine vidéo, nous passons à un autre aspect. Nous allons revenir sur l'énergie du vide, l'accélération de l'expansion et l'inflation. Et nous allons discuter des problèmes qui peuvent exister, des solutions, ou plutôt des hypothèses qui sont lancées pour expliquer tous ces phénomènes. Et nous verrons donc cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.